Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur Télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons en parlant de la crise anglophone, notamment des opérations des forces de défense sur le terrain. L'armée sort de son silence et apporte des précisions autour de l'affaire de l'assassinat des 4 adolescents à Bamenda. À deuxième, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. L'affaire avait fait grand bruit. Retour sur cette sortie du ministère de la Défense dans ce reportage. Le 23 janvier 2021 dernier avait fait grand bruit dans les chaumières dans le nord-ouest du Cameroun auprès des organisations non gouvernementales et est largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. Ces ONG avaient même évoqué la possibilité d'une nouvelle bavure des forces de défense et de sécurité engagées sur le champ des opérations. Plus de 72 heures après la survenue de ces faits, le ministère de la Défense sort de son mutisme et donne sa version. Selon un communiqué presse rendu public ce 27 janvier 2021 et signé du chef de la division de la communication au ministère de la Défense, le capitaine de vaisseau Cyril Atonfak Ngemo, sur renseignement des populations, les éléments de la 5e région de gendarmerie ont effectué une opération de contrôle préventif au lieu-dit Metakwata à Bamenda 2e dans le département de la Mézam, région du nord-ouest Cameroun. L'opération ainsi diligentée visait à mettre la main sur des terroristes regroupés dans une maison abandonnée et répondant aux ordres du surnommé Général Taïga, et ce dernier s'apprêtait à donner un assaut sur le poste de police de T Junction. Le communiqué précise qu'à l'approche des véhicules militaires, les individus armés, surpris en pleine consommation de stupéfiants, ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments de force de défense, dont la riposte a été énergique et appropriée. Le bilan au terme de cet accrochage est de 4 terroristes neutralisés, d'autres blessés et en fuite, plusieurs dizaines de munitions de type M21S et FAL récupérées. Les recoupements effectués sur place par les autorités locales font état de ce que la maison abandonnée au centre de l'accrochage était régulièrement utilisée par cette bande terroriste comme centre de séquestration des personnes kidnappées avant le transfèrement vers des camps retranchés situés dans la forêt. Le communiqué par ces faits présentés rassure qu'il n'est nullement question d'une bavure des forces de défense et de sécurité, mais davantage d'une opération. Nous poursuivons cette édition de l'information dans la capitale économique du Cameroun, Douala, avec bien évidemment les travaux d'évaluation du comité de suivi participatif du budget d'investissement public dans le département du Vouré, un département qui affiche plutôt un score assez acceptable et louable. Plus de 90% des projets ont été réalisés sur le terrain. Le constat a été fait par les membres de ce comité qui par ailleurs appelle les acteurs du budget d'investissement public pour 2021 de véritablement mouiller le maillot. Reportage. Mention plutôt honorable pour les membres du comité de suivi participatif des projets du budget d'investissement public dans le département du Vouri. En 2020, le taux de réalisation des projets physico-financiers affiche un score au-delà des 80%, d'où le satisfecit du président du comité du suivi participatif des projets lors de cette réunion d'évaluation tenue dans la salle des actes de la mairie de Douala 3e. Notre taux a atteint 85%. Et en voyant, en réajustant, je pense que nous pouvons même dire que c'est à 90%, puisque la mairie de Douala 3 et Douala 4 ont atteint un taux de 100%. Et c'est vraiment pour moi une grande joie et une satisfaction. Et je pense que nous devons continuer pour que nous puissions rester au même niveau en 2021. Quant à l'exécution des projets issus des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées, les fortunes sont aussi diverses. Il y a les maires qui ont mis l'accent effectivement sur les projets qui ont un impact réel sur leur population. C'est-à-dire quoi? La réhabilitation des routes communales, la construction des centres de santé, la construction des écoles,
la construction des ouvrages d'affranchissement. Il faudrait aussi ajouter la réalisation des projets générateurs de revenus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des maires qui ont choisi la construction de boutiques pour leur apporter les ressources. Effectivement, sans ressources, on ne peut pas se développer. Il faut corriger ces manquements très rapidement et dans le respect de la réglementation en vigueur. La recommandation est celle du président du comité de suivi participatif de l'exécution des projets BIP dans le Vaury. Il est utile que les prestataires soient sérieux, que les prestataires respectent les normes. Et surtout, ce que je voudrais dire ici, c'est que j'espère qu'en 2021, nous allons éliminer tous les prestataires qui n'ont pas bien réalisé les ouvrages. Les commissions de passation de marché soient plus diligentes au niveau de paiement, que les paiements suivent. Bien sûr, les entreprises, si les commissions sont diligentes, il ne faudra pas oublier qu'il faut que ces commissions de passation de marché soient aussi justes dans leurs évaluations. Retrousser les manches, se remettre résolument au travail pour achever les projets déjà engagés pour le bien-être des populations est l'engagement pris par les différents membres du comité de suivi participatif de l'exécution du budget d'investissement public dans le Vaury qui sont immédiatement retournés dans les chantiers. Maintenant, à présent, le cap dans le sud-ouest du Cameroun et précisément dans le village Goussi, dans l'arrondissement de Tombel. C'est dans le département du Coupé-Mani-Ngouba, une localité reconnue comme étant un fief par excellence des groupes séparatistes. À cet effet, les forces de défense camerounaises y ont installé une base arrière pour assurer la protection des populations. Zobel Apollinaire Bonne et Jani Yonta s'y sont rendus pour avoir le pouls de la situation sur le terrain. Jusqu'en 2016, les populations du village Ngussi, dans l'arrondissement de Tombel, vaquaient paisiblement à leurs occupations, essentiellement consacrées à la culture du cacao et des tubercules. Mais la difficulté majeure fut et demeure le manque de routes pour écouler leurs produits des champs vers le marché. Malheureusement, la crise anglophone est aussi venue enfoncer le clou, rendant ce village un fief des bandes armées sécessionnistes depuis plus de 4 ans. Plusieurs jeunes se sont d'ailleurs découragés et sont entrés dans ces différents groupes armés. De nos jours, plusieurs de ces populations ayant souffert loin de leur village souhaitent tout simplement y retourner pour vivre en sécurité, mais aussi en paix. Et face à cette volonté de retrouver leur terre natale, les autorités et forces de défense conduites par Niam Léonard, sous-préfet de Tombel, et Etouga Lotson, commandant du 23e bataillon d'infanterie motorisée, ont installé une base militaire avec pour mission protéger les populations qui retournent déjà et inviter celles qui sont encore en forêt de sortir. Notre mission principale est de protéger la population et les biens. Protéger la population et les biens. Et à aucun moment qu'il doit y avoir le conflit, un malentendu entre nous et la population. Il ne doit pas avoir la rupture entre nous et la population. Goussi a été un fief pour les hommes qui étaient armés et avec les mesures que le commandant Etougué a pris, tout est mis en place. Maintenant, ils sont extrêmement loin, mais il a fait appel à eux. Il y a cela quelques jours, des enfants de ces villages, pratiquement 10, et vous avez même vu maintenant tout à l'heure, il y a 5 qui se sont joints à eux, qui ont décidé d'aller au centre DDR de Bouya, parce qu'ils ont compris que faire la guerre contre l'État, ça ne peut pas donner. Et vous avez constaté que beaucoup de jeunes sont sortis pour nous accueillir, pour montrer qu'ils sont libres. La présence des forces de 3e catégorie de l'armée ici, vous avez vu la jubilation des populations et parce que vous-même, ils vous ont dit qu'ils sont fiers. Au cours d'une émission menée dans ce village, 5 séparatistes présents dans la foule sont sortis, démissionnant ainsi de ce groupe. Ce qui porte à 15 le nombre de personnes qui déposent les armes à l'espace d'une semaine. Quand on demande au gouvernement de les accompagner, surtout dans une zone
agriculture. Il faut les bonnes routes pour vendre les produits. Il faut les produits agricoles, comme les semences, les engrais et tout ça, pour qu'ils commencent la vie. Et le chef du village Ngussi appelle par ailleurs le chef de l'État Paul Biya à faire davantage pour que ces jeunes qui ont déposé les armes soient pris en compte dans les différents recrutements et qu'ils aient également de quoi s'occuper, soit par une formation ou par un emploi stable, pour que ceux-ci ne se sentent pas du tout lésés. Nous parlons également de la modernisation de la filière cacao qui est au cœur des préoccupations du ministère du Développement rural et de l'Agriculture. Le patron de ce département ministériel vient d'effectuer une visite de travail à Elembeyezoum, localité située dans le département de la Haute-Sanaga. Il y a visité le centre d'excellence post-récolte. Dans la suite, Gabriel Mbaye-Robé, puisqu'il s'agit de lui, a également rencontré le maître chocolatier venu de la France pour davantage apprécier la collaboration qui va désormais être mise en route entre les cultivateurs de cacao du Cameroun et les chocolatiers venus de France. Précision dans ce reportage. Et le plan national d'investissement agricole PENIA. La filière cacao constitue la deuxième source d'approvisionnement en devises au Cameroun. Elle contribue à 1% au PIB national et 15% au PIB primaire. Elle génère environ 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et les recettes fiscales directes et indirectes sont estimées à un peu plus de 25 milliards de nos francs CFA par an. Il s'agit donc d'un secteur particulièrement important pour l'économie nationale. La cacao-culture est prioritaire pour Cameroun. C'est une culture qui rapporte beaucoup de devises. C'est une culture qui a de l'avenir au but de l'ouverture du marché, tant en Afrique qu'en Europe. La relance et la modernisation de ce secteur, qui emploie plus de 2 millions de personnes, préoccupe au premier chef le gouvernement depuis plus d'une décennie. Fort heureusement, l'interprofession a su le secteur en y introduisant une organisation rigoureuse, des innovations transformationnelles et la notion de bonne pratique. C'est encourageant pour ces jeunes et ils sont vraiment reconnaissants. Et ils s'efforcent de faire le travail qui leur est demandé. Ça nous intéresse vraiment de développer ces fèves. On pense qu'il y a un vrai potentiel pour faire un chocolat de très très haute qualité avec ces fèves de l'Embeyezoum. Le ministre de l'Agriculture vient d'effectuer une visite de travail au centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao de l'Embeyezoum. J'ai vu aujourd'hui des professionnels du cacao qui travaillent à longueur de journée pour améliorer la qualité du cacao à travers les cabossages, la fermentation, le séchage pour un cacao de qualité qui puisse rémunérer les acteurs. Pour nous, en tout cas, les fèves de l'Embeyezoum ont une vraie typicité différente des autres. Elles sont très rouges, elles sont très grosses, elles nous semblent avec une saveur très particulière et on trouve un terroir qui est complètement différent des autres ici. L'objectif visé par le Cameroun est de porter la production nationale à 640 000 tonnes de fèves de cacao marchand de qualité à l'horizon 2025 et 1 200 000 tonnes en 2030. À cette production sont attachés des niveaux de transformation et de consommation locale respectifs de 50% et 20%. Nous restons dans le centre du Cameroun pour nous intéresser à présent à l'administration douanière au service d'une chaîne logistique durable. C'est le thème de la journée mondiale de la douane célébrée courant ce mois de janvier 2021 et ce à travers le monde. Occasion idoine chargée par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, d'appeler ses collaborateurs du secteur douanier à plus d'engagement au travail pour la collecte des recettes publiques. Les précisions de ce reportage signé Denis Ebele et Mohamed Essoumba2. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. C'est le thème de la Journée internationale de la douane célébrée ce 26 janvier 2021. Une édition fortement consacrée aux efforts conjoints des douanes
pour sortir de la crise du coronavirus et appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement. C'est du moins ce qui ressort du message du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Le Cameroun compte bien y adhérer. Oui, effectivement, l'année 2020 a été une année extrêmement difficile. Et nous avons heureusement constaté que les services douaniers sont allés au-delà de ce qui était attendu dans le cadre de ce contexte. Et je voudrais d'ailleurs dire que ce sont ces performances qui ont permis au gouvernement d'assigner à l'administration des douanes et aux autres services d'assiette des objectifs encore plus ambitieux pour 2021. Parce que vous le savez, 2021 va être une année, nous l'espérons, une année de relance. L'année 2020 ayant été, comme vous avez constaté. La douane devra donc se montrer à la hauteur de ce défi en contribuant à l'émergence d'un environnement commercial plus durable et constructif et en se penchant sur les solutions tournées vers l'avenir. Il s'agit par exemple de la protection de la production locale. Si nous voulons promouvoir la production locale et les producteurs locaux, il faut également que nous nous protégions. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que ceux qui importent au Cameroun des produits que nous pouvons produire nous-mêmes localement, cela paye des taux de douane un peu plus élevés. À la base, à Yaoundé ce jour, la journée internationale de la douane a été célébrée avec face et solennité. En dehors des allocutions de circonstances et des débats, les personnels promus au grade supérieur ont reçu des épaulettes. D'autres ont reçu des distinctions honorifiques de l'OMD. Question de marquer d'une pierre blanche cette célébration et inviter les douaniers à plus d'engagement en faveur du thème de l'année 2021. Nous parlons également de coopération, notamment de Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui est en séjour de travail à Garoua, chef de la région du Nord, pour ainsi évaluer l'état d'avancement des projets CDD sous financement de l'État français. Christophe Guilou est reparti de Garoua satisfait de ce qu'il a vu être réalisé sur le terrain pour le bien-être des populations. Patrick Boignon, Seydou Fonzé. C'est par ce chantier de construction routier que l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, a entamé sa visite de travail dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord. J'ai surtout voulu aller regarder sur le terrain, de façon très concrète, l'état et la qualité des réalisations qui ont été financées dans le cadre du programme C2D, mis en œuvre par l'Agence française de développement avec les entreprises qui ont été choisies. J'ai fait la visite avec monsieur le maire, monsieur le préfet, et j'ai voulu voir si tout allait bien. Ce que j'en retire, c'est que c'est un projet extraordinairement ambitieux, extraordinairement utile, et qui contribue, et dont l'objectif est le bien-être des populations. Aux côtés des autorités de la ville, Christophe Guilou a pu apprécier l'état d'avancement des travaux du programme C2D financé par l'Agence française de développement à hauteur de 27 milliards de francs CFA. J'ai vu à quel point les 20 km de route avec une nouvelle technologie, le BCR, permet de faire des routes propres, des routes qui vont durer plus longtemps que les routes actuelles. J'ai vu à quel point ça a été réfléchi pour gérer les inondations qui frappent la ville régulièrement. De façon, ce système est un système intelligent. J'ai vu à quel point également ce programme va permettre d'améliorer l'électricité, l'éclairage de la ville. Je viens de voir avec les commerçants qu'il y a tout un programme de recasage pour, avec la mairie, faciliter le développement des activités du marché. J'ai vu également l'adduction d'eau, comment des réservoirs sont posés à différents endroits de la ville. Cette troisième phase du projet inclut aussi l'éclairage public, la construction des points d'adduction d'eau potable, d'écoles et de centres de santé. C'est un ambassadeur satisfait qui repart de la région du Nord. Effectivement, on a de quoi être fier,
cas moi je suis fier de ce que nous avons fait et effectivement on peut en faire toujours plus. Ce sont des projets qui sont sans fin et ce qu'on souhaite c'est que d'autres participent également à cet effort que nous avons fait nous pour améliorer la vie quotidienne et la qualité de vie des habitants de Garoua. À cette ère de décentralisation tout azimut, l'Hexagone se repositionne pour accompagner davantage les collectivités territoriales décentralisées dans leur mission. Et puis en Consamba, le concept des jeudis propres initié par les autorités administratives et municipales du chef du département du Mungo tarde encore à prendre corps chez certains commerçants. Le constat a été fait sur le terrain dans ce département où les jeunes du quartier École Mbeng, réunis en comité de développement, ont pris à bras le corps cette préoccupation et ce concept pour ainsi combattre l'insalubrité et le désordre urbain dans leurs localités respectives. Georges Medna et Sotovalon N pour les précisions. Jeudi, journée baptisée de propreté dans les grandes métropoles et les agglomérations du Cameroun. Et si certains commerçants ferment boutique la veille et viennent balayer, débroussailler, curer les caniveaux, bref, nettoyer les alentours de leur gagne-pain quotidien le lendemain jeudi, avant d'ouvrir autour de 10 heures, d'autres que par contre jouent encore au sous-marin. Personne n'est habilité à faire parce qu'en principe l'initiative depuis le départ par le gouvernement était prévu que chacun devait nettoyer sa superficie. Chaque citoyen devait nettoyer sa superficie. Mais cependant, nous nous rendons compte qu'il y a des parties qui sont réservées, par exemple, à la voie publique. Au quartier École Mbeng, dans l'arrondissement de Consamba 3e, département du Mungo, les jeunes réunis au sein du comité de développement ont pris à bras le corps le concept des jeudis de propreté instauré par l'autorité administrative pour lutter contre l'insalubrité et le désordre urbain. Jeudi passé, on a commencé maintenant, on avait ciblé l'angle aussi. On a travaillé là-bas, jeudi passé vers le haut là, dans le bloc 4. Aujourd'hui on est toujours dans le bloc 4. On va sortir dans le bloc 4, on s'en va un peu d'autres blocs. Les places qu'on a ciblées, on a noté, on repart là-bas, c'est que la population, puisqu'on a demandé à chacun de nettoyer de chez nous, des endroits comme ceci, il n'y a personne qui est inadaptable. C'est nous on vient travailler, c'est comme ça. C'est pour le quartier, c'est un travail bénévole. Nous nous sommes rendus compte, enfin, qu'il faut qu'en 2021, que notre quartier, que ce soit le quartier leader, que monsieur le préfet du Mungo, qu'il soit fier de voir École Mbeng. C'était ça notre initiative. Oui, que nous ne restons plus dans l'insalubrité, que nous sortons de l'insalubrité et que nous restons dans la propreté. Cette initiative est très bien pour nous. Ça permet le développement de notre communauté. Et on demande à tous ceux qui sont de bonne volonté de nous rejoindre. Rappelons que le concept des jeudis de propreté est une initiative des autorités administratives et municipales pour donner un visage encore plus rayonnant dans ces unités administratives. Nous reparlons du drame routier survenu à la falaise de Sancho dans le département de la Ménois, un accident de la circulation qui a causé la mort de 53 personnes, mais également laissé des blessés graves et légers, 29 au total. Les Camerounais y vont chacun de sa manière pour à la fois exprimer son émoi, sa consternation, mais aussi sa difficulté face à ces nombreux accidents de la circulation toujours enregistrés sur les axes routiers. Je propose une réaction au micro de nos reporters. Vraiment, ce silence du président de la République est inexplicable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier cas que nous avons. Nous avons peut-être déjà 2 ou 3 cas. Pas de réaction, juste des lettres de condoléances et tout et tout. Ce n'est pas suffisant. Nous attendons à ce que le président lui-même puisse se rendre au chevet de tous ces gens, tous ces accidentés. Comment dirais-je, ne fait pas de ce qu'il ressent. Mais lorsqu'il est là, a dit que je stresse, mais fait ses condoléances à la famille et plus attristé, c'est vraiment pas suffisant.
Parce que dans certains pays, déjà, nous voyons des chefs d'État, lorsqu'il s'agit même de 2 ou 3 morts, venus sur le terrain pour essayer de soulager les familles attristées. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est vraiment déplorable, franchement. Oui, justement, pour apaiser la colère des Camerounais, il fallait qu'ils décrètent un deuil national. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, figurons-nous, ce sont des gens qui ont laissé leur vie. Comme il pouvait s'agir, je ne sais pas, d'un membre de ta famille, de qui que ce soit. En fait, ce sont des gens qui ont laissé leur vie. Et on ne doit juste pas passer inaperçu face à ce drame. Puisque c'est déjà de trop, ce drame. C'est déjà de trop. Sans compter, je ne sais pas, ce qui s'est passé à Solo, Samelima, je ne sais pas, Bafia, tout de ce genre. Ceci encore, vraiment, ce sont des hécatombes. Et je me dis quoi? Une journée de deuil national devait être décrétée par le chef de l'État pour que les Camerounais vraiment puissent accompagner, en fait, puissent vraiment souhaiter à ce que les âmes de ces défunts puissent se reposer en paix. C'est un silence d'un parent qui est dépassé. Parce qu'on crie tout autour de lui, à gauche, c'est les gens de l'extrême nord. À l'ouest, c'est déjà encore l'accident. Sans oublier que au sud-ouest ou au nord-ouest, il y a beaucoup d'autres choses. Il est dépassé par les événements. C'est un parent qui est dépassé. Et moi, je crois qu'il a les gens avec qui il travaille. Pourquoi il peut envoyer les gens? Il ne faut pas seulement que ce soit lui absolument. Je ne sais pas si quand il arrive, les gens, ça va réveiller tous ces morts. Non, ça va plutôt aggraver la situation. Très sincèrement, la faute incombe à tout un chacun qui ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Le chauffeur doit aller jusqu'à une certaine vitesse. La route elle-même, peut-être qu'elle n'a pas été bien faite. Mais on se méfie parce qu'on est sur la route. La route n'appartient à personne, mais à tout le monde la route appartient. Donc chacun a le droit de l'utiliser, mais pas à l'excès. C'est pour ça que je dirais, ces routes-là ne tuent pas, c'est les chauffeurs qui tuent. Je crois que j'ai résumé ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup. Le pays, on est dépassé. Voilà donc les avis des Camerounais au sujet de cet accident de la circulation, un véritable drame. 53 personnes ont trouvé la mort à la suite de cet accident. 29 autres personnes sont encore des blessés graves et légers. Elles sont prises en compte et en charge par les autorités sanitaires et gouvernementales de la République. Nous parlons de sport et du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2020. La phase des groupes a été bouclée ce mercredi avec les rencontres disputées à Limbé et à Douala. Que doit-on retenir de cette première phase de la compétition? Tentative de réponse, Zobel Apollon. Les matchs au total se sont disputés pendant cette phase de poule. Dans la poule A, le Mali et le Cameroun tirent leur épingle de jeu en obtenant la qualification pour les quarts de finale, tandis que le Burkina Faso et le Zimbabwe s'arrêtent au premier tour. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo termine en tête, suivi du Congo-Brazza. La Libye et le Niger sont éliminés. Le Maroc termine leader de la poule C à quelques longueurs seulement du Rwanda. Et enfin dans le groupe D, la Guinée-Conakry et la Zambie se qualifient pour les quarts de finale. La Tanzanie et la Namibie rentrent à la maison. C'est au total 46 buts qui ont été inscrits pendant cette phase de poule. La poule la plus prolifique en termes de buts, c'est la poule C avec 18 buts marqués. Le score le plus lourd a été enregistré par l'Ouganda face au Maroc. Le but le plus rapide est celui du défenseur camerounais Salomon Banga face au Mali. But inscrit à la 6e minute de jeu. Le meilleur buteur actuel de la compétition s'appelle Yacouba Yaya Bari de la Guinée-Conakry avec 3 réalisations. Les meilleures attaques à l'issue de cette phase de poule sont celles de la Guinée et du Maroc avec 6 buts marqués. La meilleure défense revient au Mali, au Cameroun et à la Zambie avec un seul but encaissé. La pire défense est celle de l'Ouganda avec 7 buts encaissés. Et la pire attaque revient à la Namibie avec 0 but inscrit. Les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale sont le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Maroc, la Guinée-Conakry, le Rwanda et la Zambie.
À l'international, République démocratique du Congo, les réfugiés de Béni veulent plus de sécurité que de nourriture. La distribution rassemble des centaines de personnes, très orchestrée par les autorités, avec le gouverneur de province et quelques figures locales. Les réfugiés, un par un, prennent leurs denrées. La base, farine, riz, de l'huile, et parfois un petit geste de réconfort en plus. Si la situation n'était pas tragique, elle pourrait porter à sourire, comme pour ces femmes qui viennent de prendre leur sac. Nous sommes en pleine insécurité. C'est chaque jour qu'on tue partout. Aujourd'hui, ils viennent avec la nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons la paix. J'ai un champ de cacao, j'ai des maniocs, j'ai des bananes. Bref, j'ai tout ce qu'ils nous donnent ici, mais je n'arrive plus à les cultiver à cause des ADF. On ne veut pas d'aide, mais plutôt la sécurité. Les dons ne suffisent pas à redonner le moral aux réfugiés. Les rebelles ougandais des ADF ont fait fuir des milliers d'entre eux. Le gouverneur a bien conscience que ce qu'il fait ici, amener des caméras, mettre en scène ses donations, c'est pour faire parler de cette guerre. C'est une occasion encore une fois pour moi de mobiliser la communauté internationale humanitaire et la communauté nationale pour que les déplacés de la guerre de Béni puissent aussi bénéficier de cette solidarité internationale. Le meilleur cadeau qu'on peut donner à la population de Béni, c'est de travailler pour que tout ce monde puisse rentrer dans leurs villages respectifs. Rentrer au village, inconcevable pour tous ces gens qui ont tout abandonné pour survivre. Ils squattent partout où ils peuvent, ici dans une école. Et ils se débrouillent pour tenir, en se demandant parfois pourquoi. Ici, je n'ai pas de famille, je ne connais personne. Mon mari et mes 3 enfants ont été tués au village. Depuis, je suis seule et je mène une vie misérable. Manger, c'est difficile et je n'ai pas d'habits non plus. Les alentours de Béni sont un coupe-gorge. 112 civils tués en 2 mois, nombre en constante augmentation, malgré la multiplication des opérations militaires de l'armée. Madame, je suis avec ce reportage sur Béni où les réfugiés attendent plus de sécurité comme mettant un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.